Présenter Madame Klapisch-Zuber qui vient s'installer donc à côté de moi. Donc, Madame, c'est un plaisir et un honneur de vous présenter aujourd'hui. Donc, Madame Klapisch-Zuber est professeure directrice d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai donc été frappée par la très grande profondeur et la grande diversité de vos travaux. Si j'ai bien compris, donc vous étiez spécialiste du marbre de Carrare, donc à l'origine, il y a un dans vos premiers travaux. Vous avez également travaillé sur le salariat de l'artisanat parisien, si j'ai bien regardé. Et je pense et je crois donc que ce sont vos travaux sur les rituels familiaux et sur la maison et le nom dans l'Italie de la Renaissance, peut-être, qui vous amènent devant nous aujourd'hui pour nous présenter donc cette communication sur ce que vous avez désigné comme des coffres à tout faire. Je vous donne la parole. Merci. Je ne suis pas tellement spécialiste du marbre de Carrare. Vous savez, c'était un travail de jeunesse, mais c'était un lien vers l'histoire sociale de l'art, voilà, qui m'a toujours intéressée. Et c'est à ce titre que je remercie Isabelle Marchesin de m'avoir invité à prendre la parole ici. Et c'est dans ce cadre que je vais placer ma petite intervention. On a parlé beaucoup ici de la polyvalence des coffres. Et je pense que cette polyvalence est aussi indissociable des conditions de leur emploi. Les cassoni de mariage, ou plutôt d'ailleurs, parce que c'est Schubring qui a lancé le mot de cassoni, je ne sais plus de quand date son travail, des années 1920 je crois. En fait, les Florentins, puisqu'ils parlent surtout de la peinture florentine, parle de forzieri pour les cassoni de noces, pour les coffres de mariage. En fait, le terme, c'est forzieri. Dans tous les listes de trousseaux, etc., les inventaires, c'est sous ce terme qu'ils sont désignés. Moi, en tant qu'historienne de la société toscane, j'ai rencontré les coffres dans des usages assez différents. Mais ce qui m'a frappé dans ces usages, et surtout dans les usages des coffres de noces, c'est qu'ils ont varié au fil du temps et que leur iconographie, en se modifiant, en fait, a suivi aussi ce fil du temps. Et en conséquence, je me suis demandé si on pouvait légitimement enquêter sur le lien entre les mouvements des usages de ces coffres, essentiellement des coffres de mariage, et le mouvement des iconographies auxquels Maud a fait allusion tout à l'heure, qui ont été, me semble-t-il, parallèles, mais étaient-ils intimement liés? C'est là le problème, en effet, délicat du lien entre une iconographie et finalement les usages des objets et des décors. Pourquoi, par exemple, est-on passé à un certain moment de leur histoire d'une thématique décorative très riche depuis le XIVe siècle, qui a donc focalisé sur des images narratives, comme l'exemple de Bernabo et Ginevra. Et pourquoi est-on passé de cette thématique amoureuse, courtoise, à une thématique beaucoup plus moralisante encore, et didactique, et plus ouvertement didactique après 1420-1430, avec un glissement vers les thèmes antiques? Ou bien encore, question que je me suis posée, pourquoi est-ce que à partir de 1500, on a vraiment préféré aux coffres peints de mariage, aux forzieri dipinti, on a préféré des coffres sculptés en plein bois, donc beaucoup plus lourd et difficilement transportable. Je vais y revenir. Alors, je rappellerai d'abord qu'on trouve dans les maisons de Florence et des maisons de Toscane et du nord de l'Italie des coffres à tous les étages, dans toutes les pièces. Et je vais vous en donner deux exemples juste pour montrer ce caractère, enfin remontrer une fois de plus le caractère polyvalent de tout ce qu'on peut désigner comme coffre sous ces différents termes. Deux exemples qui sont tirés d'inventaires qui, à un siècle de distance, fin 14e, fin 15e,
détaillent parfois leur contenu et, ce qui est très intéressant, les situent aussi dans une pièce particulière de la maison inventoriée. Je pense aux inventaires du palais d'Attigny, du célèbre marchand Francesco d'Attigny, inventaires qui ont été dressés selon Jérôme Hayez entre 1394 et 1410. Il en compte et il en publie 4. Et dans ces inventaires, on trouve 28 coffres répartis aussi bien dans les annexes de la maison que dans différentes pièces de la maison. Et puis cet inventaire de Inghirlami, d'un citoyen florentin de 1471, qui, alors là, c'est stupéfiant. On compte 70 coffres dans toute la maison, 70 coffres, avec toutes sortes de désignations, casse, cofani, forzieri, dont 7 seulement, c'est-à-dire 1 sur 10, est dit pain, forzieri dipinti, et renvoie à des coffres de mariage. Leur contenu est bien sûr, ça a été abondamment dit, hétéroclite, très hétéroclite. Il y a des armes, des outils, de la vaisselle, précieuses ou ordinaires, des étoffes, des écheveaux de lin, des reliques dans l'un d'eux, des papiers, des livres de comptes, etc. Des plumes d'autruche parce que la plume était l'emblème héraldique de la famille Inghirlami. Et ces meubles donc cohabitent sans qu'apparaisse clairement une quelconque logique de leur classement interne, de tout ce qu'ils recèlent, sans qu'on voit non plus toujours bien le rapport avec la salle où ils sont logés. La pièce est quelquefois désignée par un ancien habitant ou une ancienne ou habitante, ou contemporaine d'ailleurs de l'inventaire, mais il faut faire des recherches pour savoir qui est désigné exactement et s'il y a un rapport avec le coffre. Bon. Enfin, ça, c'est donc tout un petit travail qui peut se faire. Mais ce qui m'importe, c'est que ce sont ces 7 forzieri dipinti qui, eux, sont en nombre impair, qui sont, et notez-le bien parce que je vais y revenir. Alors, on n'a peut-être pas beaucoup évoqué ici les conditions de la commande de ces coffres de mariage, et c'est en fouinant dans les livres de famille florentins ou toscans, ou même de Bologne et d'autres villes du Nord, c'est par ce biais que je suis entrée, enfin par cette porte, que je suis entrée dans une meilleure connaissance des coffres peints et de leur signification sociale, disons. Ils vont d'ordinaire par paires, c'est ça qui est important. En Italie, donc du centre et du nord. Ils vont par paires et ils ont un destin ultérieur assez étonnant. La documentation florentine montre qu'ils sont décorés à l'occasion d'un mariage, et cela, on le voit non seulement dans les trousseaux des filles qui arrivent chez leur mari, mais aussi dans les quelques rares livres de contes de peintres spécialisés comme Marco del Buono, je crois qu'Apollonio di Giovanni aussi a laissé des documents. Et alors, ils arrivent processionnellement, c'est-à-dire d'une manière très ritualisée, depuis la maison de la jeune mariée jusqu'à celle de son mari, en cortège, dans le cortège qui transporte son trousseau. Et en principe, ils sont entrebâillés ou entrouverts pour qu'on voit le trousseau à l'intérieur. Ils portent le trousseau, donc. Ils sont une sorte d'emblème, de symbole très fort du trousseau, donc de la femme, de sa virginité, parce que tout le linge à l'intérieur est du linge féminin, et aussi de sa fécondité possible, parce que même la forme ventrale, en quelque sorte, du coffre suggère. Et dans toute cette période, avant 1420, 1430,
la paire de coffres est commandée et payée par le père de la mariée. Et c'est là que, pour moi, ça a fait tilt, vu ensuite le changement d'iconographie en même temps qu'un changement de l'origine de la commande à partir des années 1430-1440. C'était une charge assez lourde, hein. Une paire de coffres dans ces années-là, ça coûte environ 50 florins, hein, autour de 50 florins, ce qui est quand même le salaire d'une servante sur l'année. Et ils sont estimés avec le trousseau de la mariée, et ils figurent en tant que tels dans les chiffres, dans les rapports chiffrés des livres de Reliquordans, c'est des livres de famille tenus par les pères de famille. Ils sont donc intégrés à ce que Bernard d'Ancienne appelait le triomphe de la nouvelle épouse, qui est transportée en général sur un cheval, une haquenée blanche, qui est transportée donc chez son mari, accompagnée et quelquefois précédée un jour avant ou suivi le jour suivant du jour où elle rejoint son mari et où se célèbrent les noces, à proprement parler, sous le toit du mari. L'échange des consentements ayant eu lieu quelques jours auparavant sous le toit du père de la mariée. Donc ce qui m'a frappé, c'était ce glissement à la fois de la commande et, selon les historiens de l'art, des thématiques iconographiques préférées, qui ont été bien mises en lumière par Maud, et qui se traduisent par le passage de décors ou floral ou courtois et amoureux, vers une thématique plus virile en quelque sorte, insistant davantage sur les qualités de l'homme, sur les vertus viriles, sans forcément les attribuer à des femmes exemplaires, alors qu'avant, à la fois à travers le Décaméron, souvent représenté, ou les scènes courtoises dans un jardin d'amour, etc., le partage entre les deux sexes semble plus équilibré en quelque sorte. Donc, y avait-il un lien, c'était la question que je me suis posée, entre ce passage d'une thématique à des variantes un peu quand même divergentes, à une commande qui passe au père du marié. Et cela, c'est très net. Et ça ne se voit finalement que dans les livres justement d'un artiste comme Marco del Buono, ou surtout dans les livres de Reliquordans, c'est les livres de famille qui enregistrent les dépenses du mari ou de sa famille à l'occasion de son mariage. Il y a donc un double glissement, et si vous avez aussi d'autres manières d'interpréter le lien qu'il peut y avoir entre les deux, et qui je crois existe, je serais très intéressée par vos remarques. La commande passe donc de la mariée, de la famille de la mariée à la famille du marié. Et cette évolution est perceptible donc dans ce que nous savons à travers les livres de contes de quelques artistes et surtout dans les livres de contes des familles et des particuliers. En conséquence, vers la fin du Quattrocento, c'est-à-dire à l'époque des Forzieri, di Pinti, de ce monsieur Inghirami à Florence, vers 1470 par exemple, 1480, et même plus tard encore, quand l'époux veut quand même qu'il y ait une procession, puisque les coffres n'ont plus de raison d'être transportés de la maison de son père à la maison du père du marié, lorsque des Florentins, j'en connais deux exemples, souhaitent raviver les coutumes ancestrales qui étaient si belles, si riches, si pleines de symboles, de symbolique, et organisent malgré tout une arrivée avec des coffres de leur nouvelle femme, de leur jeune femme, leur nouvelle épousée chez eux.
Ils envoient d'abord les coffres qu'ils ont commandés et qui sont arrivés chez lui, chez le père de la mariée, pour que la procession ait lieu rituellement. Donc, vous voyez l'importance rituelle, finalement, hein, de ces coffres, qui doivent être montrés en public avec le trousseau pour prouver pas seulement le statut social des familles, mais aussi toutes ces vertus et ces secrets féminins qui sont, avec son trousseau, enfermés dans les coffres. Alors, il y a je vous ai remarqué tout à l'heure que on trouvait en nombre impair, c'est-à-dire avec des coffres isolés et des coffres peints de mariage isolés dans la demeure Ingirami en 1471, des coffres donc qui ont été désaccordés en quelque sorte, qui ne font plus pair. Il y en a 7. Et en effet, il y en a plusieurs qui sont, enfin, de ces forzieri dipinti qui visiblement ont été séparés de leurs compagnons. Pourquoi ? Parce que, en fait, et ça, je vous renvoie à la thèse remarquable d'Isabelle Chabot, qui s'appelle La dette des familles à l'École française de Rome, qui a bien décrypté le contexte juridique des échanges matrimoniaux, des échanges qui se font autour du mariage, de la dot, des dons des familles, etc., aux deux mariés. En fait, à la fin du XIVe siècle, des documents attestent que lorsque la femme prédécède à son époux, la famille de l'époux ou l'époux lui-même est obligée par la coutume de renvoyer le trousseau ou une partie du trousseau qu'elle avait apporté à sa famille de naissance, à la famille de naissance de la femme, et un des deux coffres. Donc, il ne reste qu'un coffre dans la famille du mari. Alors, est-ce que, ça, je n'en ai pas tellement d'exemples, mais je suppose que c'est l'origine de ces coffres peints qui sont isolés, qui n'ont pas de pendant et qui apparaissent comme tels, tout seuls, dans les maisons de la fin du XVe siècle. Or, la coutume change, et surtout le contexte juridique change. Il y a une évolution, en fait, à travers le XVe siècle, vers un contrôle majeur des biens féminins par le mari et sa famille. Et alors que auparavant, les coffres donc étaient à moitié, devaient pour une moitié rester dans la famille de l'époux, une autre moitié être envoyée dans la famille de la femme. Désormais, les deux coffres vont rester, de toute façon, que la femme prédécède ou non, vont rester dans la famille du mari. Ils vont donc ne plus être transportés processionnellement, d'une part, puisque la commande a changé. Ils vont devenir réellement une propriété du mari et de sa descendance. Et dès lors, et là c'est une suggestion que je fais, peut-être peuvent-ils aussi s'alléger, s'alourdir, puisqu'ils n'ont plus à être transportés. Ils sont livrés chez le mari et ils y restent, et ils restent à sa descendance. Et c'est peut-être, en conséquence, l'une des origines de cette désaffection pour la peinture des coffres de mariage que l'on constate dans les 2 dernières décennies du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, où on ne parle plus d'artisans qui peignent encore des coffres, du moins c'est passé de mode, mais ce qui est à la mode, ce sont les coffres lourds qui sont commandés par le mari pour meubler la camera des deux époux, du couple, avec d'autres meubles, avec aussi quelque chose qui n'a pas été évoqué ici, mais qui s'appelle en italien la spaliera, c'est-à-dire un décor plaqué contre le mur, surmontant le coffre, oui, et qui souvent a donné aussi lieu, comme les panneaux détachés des coffres de mariage, a donné lieu à la peinture de genre, en quelque sorte. Oui. Et donc, ils resteront dans la propriété des descendants du couple, dans cette demeure, et ils pourront aussi, donc, ils devront même
devront même représenter sans doute d'autres valeurs que celles qui étaient de mise dans les premières décennies du XVe siècle encore. Donc, je pense qu'on ne peut pas séparer des conditions juridiques qui entourent ces échanges autour du mariage, des résultats, en fait, des objets qui sont liés à ces échanges. Et je suis heureuse ici de pouvoir introduire un peu cette dimension, puisque nos discussions sont très diversifiées et j'espère interconnectées, comme les coffres de mariage étaient interconnectés à ce contexte juridique. Tous ces détails montrent, me semble-t-il, que les coffres peints, les forzieri di Pinti, qui ont été créés à l'occasion d'un mariage, les fameux cassoni de Schubring, intéressent non seulement l'histoire de l'art, et non seulement les valeurs que la société d'antan plaçait dans l'alliance de mariage et que traduisaient les thèmes iconographiques qu'elle faisait représenter sur les flancs de ses coffres, mais aussi des mouvements en profondeur qu'il agitait. Par exemple, les rapports entre les sexes, et Maud en a suggéré certains qui me semblent des pistes, enfin, tout à fait intéressantes. Des mouvements en profondeur qui agitaient aussi ou qui subvertissaient les relations économiques dans les familles, entre mari et femme, entre familles alliées, et la vie intime aussi des familles que disaient donc à leur manière les lois et les coutumes. Car tous ces échanges étaient certes dépendants du droit civil dans ces grandes lignes, mais le droit local, le droit, je dirais coutumier, mais en fait qui est écrit, hein, bien entendu, dans les statuts des cités, accommoder ces conditions à des pratiques qui pouvaient les contredire très profondément. En somme, et je conclurai là-dessus, les coffres peints de mariage se situent vraiment au croisement, comme dans le titre de cette rencontre, au croisement de champs qui sont trop souvent considérés, me semble-t-il, comme indépendants les uns des autres ou s'ignorant les uns les autres, et qui n'attirent pas forcément l'attention des chercheurs sur leurs évolutions interreliées, interconnectées. Des objets, en somme, ces coffres qui fascinent l'historien du social, tel que je me représente moi-même, parce que leur commande, leur fabrication, leur place dans la maison trahissent et révèlent les difficultés d'ailleurs d'aspiration à des relations pacifiées. Et c'est sans doute un des grands thèmes qui envahit ces représentations de coffres durant le XVe siècle. C'est dans une société qui est extrêmement compétitive, sans doute assez agressive d'une famille à l'autre, ces représentations veulent instaurer au contraire la paix évidemment intime du couple, et là bien sûr la chasteté, toutes les vertus féminines sont au premier plan, mais la paix aussi entre les cités, la paix entre les citoyens, la paix donc plus générale. Et c'est ce qu'on on n'a pas parlé du public des coffres, de ceux qui les regardaient constamment dans la journée, mais je pensais aux enfants à qui, dès l'enfance, on commentait les histoires qui étaient racontées par les coffres et on leur enseignait la morale, en fait. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette communication lumineuse sur la façon d'envisager ensemble, en effet, ces différents champs. Merci. Est-ce que je peux demander à Maud de revenir, qui elle-même nous a proposé une autre communication extrêmement souple et claire sur la possibilité de lire et de comprendre ces coffres, enfin de les vivre. Comme vous disiez très bien, il est très important de se rappeler qu'ils étaient vécus et qu'ils étaient regardés et commentés, comme vous le disiez. Ça me fascine aussi de penser cela.
Je profite, j'ai le micro, donc j'en profite. Vous parliez en fait de pacification, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'on ne représentait plus de scènes qui soient tragiques ou ce genre de choses, en fait. C'est ça que vous constatez au plan thématique? Si, Pardonnez mon ignorance, je demande simplement en fait un complément d'information. Si, mais je pense que si un coffre montrait l'agressivité, la discorde, l'autre montrait la pacification. Oui. Enfin, de manière les deux coffres que vous avez montrés de Copenhague, les fameux coffres du Sketch, montrent justement ce balancement, disons, au bénéfice de la paix. Oui. Je fais encore. Fortieri, est-ce que vous voulez bien m'éclairer, en fait, comme littéraire, je me suis demandé, ça veut dire quoi, enfin, c'est le coffre, et le mot n'est guère employé que pour les coffres peints. D'accord, c'est curieux. Mais Fortier, comme oui, ils sont renforcés. Je ne sais pas en quoi ils sont, peut-être moralement. Mais c'est ça, parce qu'en fait, justement, ils n'ont pas besoin de protéger tellement. Enfin, est-ce qu'on mettait les pièces d'or dedans? Non, on mettait pas ce genre de choses. On met le trousseau, on met les habits. Voilà, donc pour cela, oui, on met des habits. D'ailleurs, à propos des coffres en abîme, je pensais bien sûr à la fameuse Vénus d'Urbain de Titien, où l'on voit la femme nue au premier plan et au fond les deux servantes qui farfouillent dans le coffre pour sortir de quoi vêtir la dame nue, du premier plan. Merci. Vous nous avez expliqué qu'au départ, c'était la famille de la mariée qui offrait ce coffre, ou ça venait du côté de la mariée. J'aimerais savoir si, dans les contrats de mariage, ça faisait partie de la dot. Oui. Parce qu'à ce moment-là, ça revenait automatiquement au moment du décès, effectivement, à la famille de la mariée. En fait, les coffres font partie, et en fait, ils contiennent ils font partie du trousseau. Ils sont comptés indépendamment de la dot en numéraire ou en bien foncier, etc. Ils sont vraiment une partie du trousseau, et c'est pourquoi le trousseau vient avec eux. Ouais. Ils repartent. Ils repartent éventuellement au XIVe siècle, oui, XIIIe, XIVe, ils repartent pour moitié dans la famille de la femme qui les a donnés. Et après, ça ne fait plus partie du trousseau quand c'est si, ça continue aussi. Non, puisque ça ne fait plus partie de la dot. Non. On parle à ce moment-là de corbeilles. Le trousseau est transporté dans des corbeilles. Et ça, ce matin, on évoquait l'un des mots d'origine du grec, et qui est la corbeille. Ben, voilà, le trousseau intègre les corbeilles, puisque les coffres sont payés par le mari et restent chez le mari, livrés chez le mari et restent chez le mari. Ah oui, ça, j'ai étudié on n'a qu'une moitié d'histoire de Trajan ici. Et on ne sait pas si, mais enfin, l'interprétation semble dire que Trajan a donné son fils à la veuve, son fils qui avait écrasé avec un cheval cabré, qui avait tué le fils de la veuve. Et il y a une indécision sur l'interprétation. Est-ce qu'il donne son fils, désormais, à la veuve comme nouveau fils de remplacement, ou comme époux? Et l'interprétation ici est, grâce au coffre, signalée comme une procession, en effet, de noces, en fait. La jeune veuve, non, ça c'est une servante qui emporte le... Vous l'avez là. Ça, c'est la servante. Là, il y a le cheval blanc qui est amené comme si elle était vierge, la veuve. Elle est, ah oui, voilà, elle est en haut. Elle est descendue déjà de sa acné blanche, parce qu'il y a un doute sur sa virginité, puisqu'elle est veuve. Bon, enfin bref. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être un second porteur de coffre. Vous voyez, ça c'est peut-être le premier, il y en a peut-être un derrière, parce que c'est très lourd un coffre. Oui. Et c'est un coffre, oui, pas mal orné. Oui, ici.
Je me demandais si, grâce à l'iconographie présente sur les coffrets, on pouvait déterminer si le coffret appartenait au marié ou à la mariée. C'est quoi si... Donc, est-ce que grâce à l'iconographie présente sur le coffret, Oui. on pouvait identifier si le coffret appartenait au marié ou à la mariée? Est-ce que c'est un indice ou pas? Il appartient pour moitié, puisque si elle meurt, l'un de ses coffres retournera à sa famille. Ils appartiennent à la mariée, en quelque sorte, comme le trousseau et la dot. Mais de fait, en entrant dans la maison du marié, ils deviennent des biens du marié. Et c'est absolument net lorsque justement la coutume évoluant, à la fin, ils restent tous les deux chez le marié quand la femme meurt. Dans les, je sais plus, les Néri où il y en a un qui montre plus la fortitude, donc ce serait plus l'homme, et l'autre qui montre plus la prudence, donc ce serait pour la femme. Oui. Mais Oui, fortitude, c'est plutôt une qualité virile, il me semble. Oui, oui. on peut imaginer que le nu homme, enfin quand il y a encore le coffre et qu'il y a les nus, enfin le couvercle et qu'il y a les nus à l'intérieur, on peut dire que le nu homme va pour la femme et le nu de la femme va pour l'homme. Mais sinon pour le mien, je me suis posé la question. J'ai essayé de la résoudre par les nus, mais c'est qu'une hypothèse. L'iconographie et le... Oui. Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est assez fragile, là, en fait. Il faut vérifier systématiquement les thématiques iconographiques. Oui. Mais si c'est la famille du marié et l'homme, donc, les hommes, le père et le fils, qui choisissent les thèmes, lorsque le sens de la commande change, on peut imaginer que d'autres valeurs que simplement la chasteté féminine, etc., vont être présentées plus fréquemment. Voilà, c'est mon hypothèse. Mais... Morgane. C'est une remarque pour Maud. Je voulais juste dire que je suis complètement convaincue par cette théorie de la réputation. Et d'ailleurs, que ça répond pour moi très bien aux deux questions que tu as posées sur le problème du meurtre prémédité. C'est une sorte de leçon admonitoire à l'époux de ne pas croire aux rumeurs. Et inversement, le problème est que s'il y croit aux rumeurs, il risque d'avoir une épouse qui doit prendre la place de l'homme qui n'a pas fonctionné de façon assez... Bon, ça, il faut peut-être y aller un peu plus doucement. En revanche, je me demandais si, dans les séries des 4 personnes qui témoignaient à cette question de réputation, on pouvait aussi rajouter si c'est 4 ou plusieurs personnes dans la partie parisienne au début, parce qu'il y a les personnes que tu as montrées au début qui réagissent aussi. Est-ce qu'ils peuvent faire partie de ce problème de réputation? Je ne sais pas. Tu veux dire les marchands qui sont dans le... Oui, peut-être. Après, pour le coup, eux, ils correspondent vraiment au texte, où le texte indique très très clairement le désaccord des marchands, alors que les témoins, la scène dont je parlais, justement, elle n'est pas du tout telle qu'elle dans le Décameron. Mais oui, de toute façon, pour le Moyen-Âge, la question du témoignage et du témoignage visuel est très très importante. Donc, c'est possible qu'ils jouent un rôle similaire. Oui. Les témoins doivent être de toute façon d'abord des bonnes femmes. Ils doivent être bien placés pour juger de la réputation de quelqu'un. Isabelle ? Merci beaucoup infiniment, mesdames, pour ce final magnifique. Il y a quelque chose qui me semble avoir traversé cette journée, c'est quand même le rapport entre les coffres et les corps. Entre les coffres et les corps. Et donc, je me demandais, c'est une question que je poserai aussi à nos autres camarades, est-ce qu'un coffre est féminin dans la représentation médiévale? On n'en a pas parlé. Comment? On aurait dû en parler. Voilà, est-ce qu'un coffre est féminin? Moi, je pense que oui, parce que justement son exhibition
lors du transport de la mariée me semble mettre en valeur justement, disons, le corps des femmes, le ventre des femmes, l'intimité des femmes à travers le linge qu'elle apporte dans son trousseau. Parce que le trousseau, dans le cas de cette société toscane, est uniquement composé de vêtements et de linge de corps, et il n'y a et d'objets, de menus objets regardant la femme, mais absolument pas de, je ne sais pas moi, d'équipement de la maison, hein, voilà, de draps brodés, etc. Bon, non. C'est vraiment très féminin. Voilà. Donc le coffre est éminemment féminin, oui. Alors le cassonnet, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec le coffre funéraire? C'est quand même autre chose. Oui. Ce que Xavier Barral a choisi, ce sont des coffres de figures féminines. C'est vrai. Alors là aussi, il y a quelque chose presque de tous. Apparemment, il y en a beaucoup plus, si ce n'est exclusif. Il n'est pas là pour y répondre. C'est dommage. De coffres de bois peint dédiés à des femmes qu'à des hommes. Le blé, le lien avec la terre nourricière aussi, je sais pas, j'extrapole, d'accord, mais question. Le micro. Voilà. Vos avis? De quoi? Ah oui, non, mais il n'est pas considéré comme de l'homme. C'est un partage, disons, des biens féminins au moment de la dissolution du mariage. Oui. Oui. Mais dans la procession, il y en a 2. Oui. Ah oui. Ensuite, il est renvoyé sans procession rituelle, éventuellement au XIVe siècle, dans la famille de la femme, si elle est morte. Et peut-être, oui, et ensuite, c'est ça, si elle est morte sans enfant, et progressivement, tous ces six disparaissent, et les coffres restent chez le père et mari. Oui. Le décorum dont vous parlez, le rituel, le transport des 2 corps qui ont été fabriqués vers la demeure du mari. Quand même, il faut les transporter tous les 2, puisqu'il y en a 2. Oui. On ne les montre jamais dans les représentations. Vous savez, on ne sait pas très bien comment ils se disposaient dans la chambre des époux, dans la caméra. Est-ce qu'ils se regardaient? On a essayé de trouver si ces figures étaient opposées par les pieds ou par les mains, etc. C'est assez difficile de savoir exactement comment les images étaient lues. Là, il y a un sens tout à fait clair, hein, du début de l'histoire à la fin de l'histoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a une interrogation en fait, qui porte en effet sur les usages. Et puis, est-ce que le coffre féminin de gauche était uniquement le contenant des robes féminines et l'autre, celui des habits de l'homme? Bon, ça, je ne sais pas. On ne peut pas le dire. Oui. Enfin, pas pour l'instant. Quelqu'un trouvera sans doute un document éclairant un jour ou l'autre. Pour finir rapidement sur la question du genre du coffre, pour ce qui se passe avant le XIVe ou le XVe siècle, je ne suis pas sûre qu'on puisse être aussi catégorique. Parce que dans tout ce qu'on trouve dans l'iconographie, ça n'avance à rien, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, on le trouve l'iconographie très à la fin du XIIIe siècle et uniquement en contexte biblique quasiment. Mais dans les textes, de toute façon, les coffres sont associés aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On a des extraits dans Chrétien de Troyes, je ne sais plus où exactement, où Gauvin est accompagné à des coffres et il y a plein de choses, peut y avoir plein de choses dedans. On peut mettre des armes également. Oui, mais ce n'est pas forcément des coffres de mariage. Là, oui, non, en termes de coffres de mariage, on n'a pas de toute façon d'éléments là-dessus avant, je crois. Oui, bien sûr. Non, mais vous ne trouverez pas dans un Forziere di Pinto, chez les Inghirla, mais vous ne trouverez pas des armes, par exemple, dans les coffres qui sont visiblement des coffres de mariage. À moins qu'ils aient été reconvertis ensuite, hein, bien sûr. Aussi.
plus généralement, c'est intéressant de savoir qui garde la clé du coffre. Comment ? Les Scandinaves ont travaillé pas mal sur ce sujet-là par le fait qu'il y a un certain nombre de clés. Ils n'ont pas de... Ceux-là n'ont pas de serrure. Mais en général, moi, dans tous ceux que j'ai regardés, il n'y a pas de serrure évidente. Hein. Oui. Ceux-là ne sont pas pour enfermer des choses. Oui. Mais donc, non, les coffres, il y a des coffres dans la maison qui ont certainement des serrures parce qu'ils contiennent en effet, comme j'ai dit, des tas de choses, y compris des reliques. Chez les Inghiram, il y a même, je sais plus, elles sont pas précisées, mais des reliques. Et puis des biens précieux, des papiers de famille, etc. etc. Là, oui, c'était juste pour donner un argument féminin. Genré en plus, en Scandinavie, on ne trouve de clés que dans les tombes féminines. Ah oui. Et donc certains chercheurs en ont tiré la conséquence que c'était la femme qui gardait les clés de la maison, de la maison, ou plutôt des réserves de la maison. Ce qui semble confirmé par un certain nombre de sagas où effectivement on voit que c'est la femme qui est la gardienne de la clé. Oui. Voilà. Est-ce que ça en fait un objet féminin ? En tout cas, c'est elle qui contrôle ce qui se passe dans la maison, ce qui est effectivement assez général. C'est son rôle. Oui. Je pense que dans la question d'Isabelle, il y avait aussi le coffre féminin au sens très métaphorique, c'est-à-dire c'est pas que ça appartient à l'homme ou à la femme, mais c'est l'utérus, le contenant, le chevalier qu'on sort très doucement comme ça, que tu as évoqué tout à l'heure, qui en fait une espèce de naissance. Et donc là, du coup, comme contenant, c'est une métaphore féminine qui est utilisée en littérature. Dans le Cantique des Cantiques, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Et enfin, voilà, c'est utilisé. Je me suis posé une question dans cette veine sur la représentation des enfants que vous avez évoqué toutes les deux d'une manière ou d'une autre dans ces coffres. Je n'ai pas à l'esprit suffisamment clairement, et je te prie de m'en excuser, la nouvelle du Décaméron. Est-ce que les enfants y sont présents ? Non. Donc, les critiques, ils voient plutôt un effet de style du peintre Toscani, qui apparemment met souvent des enfants qui dupliquent ce que font les adultes. Donc ils ne sont pas dans le Décaméron, ils viendraient d'un... Qui ne sont pas des adultes miniatures, là ce sont de vrais enfants. Hein. Pour revenir au test de Philippe Ariès, on voit très clairement ici de petites silhouettes. Donc on les voit à gauche qui complotent, et à droite, ils s'enfuient de quelque chose, mais j'ai pas bien trouvé de quoi. Est-ce qu'il y a un trou ou quelque chose ? Bon, sinon c'est évident, ils sont aussi le produit du mariage, donc il y a quelque chose de l'ordre de la génération. Et j'ai plein de questions pour les dames, mais c'est pas sérieux. On y va. Excusez-moi, alors je n'ai absolument aucune idée de si le coffre est féminin ou masculin, mais l'écran en lui-même, la petite boîte en bois, est au médiéval un attribut de Marie. Il y a un chercheur scandinave, je ne sais plus suédois ou norvégien, Ingvar Bergström, B-E-R-G-S-T-R-O-M, dans un article qui se nomme le Scrinium Deitatis, Scrinium S-C-R-I-N-I-U-M Deitatis, Deitatis donc, écrin de Dieu qui montre que lorsque vous voyez un tout petit coffre en bois, aussi bien chez Giotto que chez Raphaël, que chez... Il me semble une fois cité Baugin et Soskov, deux peintres français du XVIe siècle, c'est toujours un symbole pour représenter Marie, Mère de Dieu. Donc Marie, icône, représentation féminine par excellence, de la vertu, des vertus catholiques. Le papier, il est sorti il y a peut-être 40-50 ans, c'est un spécialiste de la nature morte, mais il reprend une partie, un court chapitre de Panofsky sur la boîte de Pandore. Il extrapole à partir de Panofsky Dora. Donc si ça intéresse des gens. Donc, la source de l'écran, petit écran de bois, donc un écrin, c'est tout de même un petit coffre quand on y réfléchit. Comme symbole marial, c'est justement, je ne me rappelle absolument pas du texte à l'origine, mais c'est issu de la théologie des pères de l'Église, et notamment de saint Jérôme de Stridon qui a traduit les évangiles.
En matière de réemploi, moi je me suis demandé si vous aviez déjà entendu parler l'une ou l'autre d'un réemploi de ces magnifiques couvercles intérieurs comme tableau. Enfin, est-ce qu'on a bien détaché des choses, on a bien découpé des manuscrits, pourquoi on n'aurait pas désossé des coffres? Il y en a un au Petit Palais d'Avignon. Hein. Au musée du Petit Palais, vous avez justement des nus un peu antérieurs à ceux-là. Qui figurent comme tableaux. Ils ont été détachés comme tant de panneaux du devant des coffres. Oui, absolument. Et alors, est-ce que ça a un rapport avec ces tableaux dont vous parliez tout à l'heure, qui se situaient au-dessus des coffres de mariage, ces panneaux? Non. Qu'est-ce que c'était en fait? L'espalière, là, c'est un grand panneau de bois, donc, qui est souvent décoré quasiment aux dimensions, en effet, du coffre. Et qui est souvent décoré d'un motif floral ou de tapisserie, mais qui quelquefois a donné naissance en effet à des représentations beaucoup plus importantes. Je peux me tromper, mais j'avais cru comprendre que Spalieri, ça venait d'épaule et que du coup ça joue le rôle de dossier. C'est accroché derrière le coffre, et puis du coup, si tu t'assieds sur le coffre, tu peux... Non, on s'assied pas. Non, c'est pas ça, c'est ce que j'avais cru. Je ne crois pas qu'on s'asseye sur ces coffres-là, parce qu'ils sont trop hauts, hein, ils ont presque 1 mètre. Vous avez vu les dimensions qui ont été données, c'était autour d'1 mètre. En revanche, on s'assied sur un autre type de coffre, ce qu'on appelait les casapanca, les casapanche, qui souvent étaient des coffres assez bas, peu décorés, autour du lit, c'est-à-dire qui permettaient d'un lit assez haut de former un degré mais qui servaient aussi, je crois avoir compris d'après certaines suggestions des textes, qu'il servait éventuellement de lettuccio, de petit lit pour une servante en cas de maladie de la patronne dans le lit ou du patron, ou d'un serviteur ou d'un enfant, etc. Donc c'était on les voit assez bien représentés dans des peintures du XIVe, XVe siècle, début du XVe siècle. C'est un entourage, disons, du lit qui est dit avec le lit, oui. Auquel il y avait ou pas un couvercle, donc ça je comprends. On mettait le couvercle ou on le mettait pas, c'est ça que vous dites en fait? C'est un creux comme ça, un petit lit, enfin. C'était sans doute assez dur, mais enfin pour une servante, c'est pas grave. Donc on devait mettre une sorte de couette dessus et puis voilà. Oui. Alors non, moi je reviens encore sur l'histoire de féminin parce qu'au début ça me paraissait un peu tiré par les cheveux, mais en réalité c'est vrai que dans un contexte militaire ou de violence, on utilise le même verbe pour le viol, le fait d'efforcer ou de forcer les coffres. Et on voit des scènes comme ça représentées autour de princes qui se mettent à essayer de violer un coffre de Saint-Denis, justement. Et là, on a clairement l'assimilation, cette forme de violence masculine, là, pour le coup, tyrannique. Et alors, il faudrait aussi regarder peut-être du côté des scènes de pillage. On voit souvent les hommes partir avec des coffres. Alors là, je ne sais pas s'il y aurait des mises en parallèle du fait de prendre les richesses. Parce qu'on trouve ça chez les princes qui se plaignent, qui se méfient, disent il faut que je sorte ma fille. Le duc de Bourgogne a dit il faut que je sorte ma fille et mes coffres de la ville. À un moment où les Flamands sont rebelles. Donc au début, ça me paraissait un peu farfelu, mais en fait, en réfléchissant, parce que le problème, c'est qu'on trouve le terme de coffre fort. Alors on dit vertu masculine, et en fait, la force de la femme, c'est de résister. Ou de ne pas accepter justement ce rapport forcé. Donc, bon, c'est. Oui, effectivement. C'est très suggestif. Oui. Oui. Bon. Encore une question, vous avez 3 secondes. Le prix, on nous l'a donné, très cher. C'était combien de livres? Une vingtaine? Ouais. Le prix à l'époque ou aujourd'hui dans la vente aux enchères? Le prix des coffres? Ah, j'y étais plus du tout, oui. Ah, le prix, celui-là d'achat aujourd'hui?
Ah, à l'époque. C'était. Non, attendez. Oui, de quel prix on parle? Oui. Le prix de commande du 900 000. À la commande, c'était entre 40 et 50 florins. Florins, oui. Oui, c'est ça. Et toi? Et moi, j'ai dit que chez Christie's, c'était évalué entre 600 000 et 900 000 pounds. Des livres anglaises. Entre 600 000, on ne sait pas à combien il a été vendu, mais il a été estimé à la vente entre 600 000 et 900 000 pounds. Ah ouais. Donc un peu plus que le salaire d'une servante annuelle. Donc, je vous... Entre 600 000 et 900 000 pounds. Aujourd'hui. C'est pas le salaire d'une servante. 50 florins, c'est le salaire d'une servante annuelle. D'une nourrice, oui. La mieux payée. Donc, je voudrais, pour conclure, remercier une fois encore tous les intervenants de cette journée, qui a été une des plus magnifiques que nous ayons eues depuis le début du programme, très sincèrement. C'était passionnant, c'était enlevé. Bravo, je ne sais que dire une fois encore que merci, merci. Et je profite de ces réjouissances pour vous rappeler que nous avons engagé un programme de publication, donc d'éditorialisation des fruits de ces journées sous forme numérique, que l'INHA et ses partenaires travaillent à cette publication sur un format un peu original. Donc nous aurons, nous l'espérons, dans un délai assez bref, des textes, des témoignages, peut-être des vidéos et des objets d'art organisés sur Internet qui rendront compte du programme. Et nous allons contacter chacun des intervenants d'aujourd'hui très rapidement pour leur demander si, évidemment, ils veulent contribuer à cette aventure de publication aussi inédite dans son format qu'a pu l'être ce programme depuis qu'il existe. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on annonce la prochaine journée ou pas? Il y aura une prochaine journée, mais comme on n'est pas encore sûr, ni la date, ni du... Vous serez mis au courant, n'en doutez pas.